Deux chiffres, 5 milliards, et l'équilibre fragile se fissure. D'un côté, l'argent circule comme une force muette, de l'autre, une vigilance patiente assemble des microsignaux, compare des flux et transforme un soupçon en interpellation sans fracas. Que signifie pour vous la résistance d'Ibrahim Traoré face à une pression extérieure organisée, capable d'exploiter la moindre faille institutionnelle? Derrière la valise, les listes et les contacts, une seule idée s'impose. Ce n'est pas l'incident qui compte, mais la méthode qui révèle jusqu'où un système peut encaisser avant d'être vraiment testé. Cette analyse avance avec une promesse claire et un risque assumé. Elle ne cherche ni à dramatiser un épisode discret, ni à attribuer des intentions qui dépasseraient les éléments disponibles. L'objectif est plus exigeant: comprendre comment un État fragilisé peut néanmoins maintenir une cohérence stratégique durable lorsque des pressions extérieures testent ses mécanismes internes. Pour le lecteur, l'enjeu est immédiat: apprendre à lire les procédures avant les récits, les deltas avant les slogans et les mécanismes avant les accusations. Le risque, lui, est double. Le premier consiste à confondre un incident silencieux avec une rupture spectaculaire en surestimant un événement isolé. Le second serait d'ignorer la logique d'accumulation qui transforme des micro-écarts apparemment tolérables en architecture de pression structurée. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'est ni héroïque ni polémique. Elle sert de repère analytique pour observer comment certaines positions deviennent des points de sensibilité lorsque les équilibres institutionnels évoluent. La promesse de ce parcours est simple: offrir une lecture méthodique sans extrapolation pour distinguer vigilance institutionnelle et réaction improvisée, et comprendre ce qui se joue réellement sous la surface des faits. Un chiffre précis déclenche le basculement analytique: un écart de 17% dans les flux internes, détecté lors d'une vérification de routine. Ce n'est pas une alerte spectaculaire, mais suffisamment nette pour déplacer la lecture d'une anomalie ponctuelle vers l'hypothèse d'un schéma récurrent. À partir de ce moment, l'événement cesse d'être un simple contrôle technique et devient un travail méthodique de compréhension structurelle. Ce déplacement est essentiel pour saisir le contexte entourant Ibrahim Traoré. Les éléments disponibles décrivent un environnement déjà sous tension, où chaque variation chiffrée prend un sens différent selon qu'elle s'inscrit dans une série courte ou dans une chronologie étendue. L'écart de 17% agit comme un révélateur. Il oblige les équipes à élargir la fenêtre temporelle, à comparer des périodes équivalentes et à distinguer les fluctuations normales des dérives persistantes. Le chiffre ne prouve rien en soi, mais il impose un changement de posture analytique. Le cadre institutionnel burkinabé, tel qu'il apparaît dans les sources, repose sur des mécanismes de surveillance graduelle plutôt que sur des réactions brusques. Les flux sont observés, classés, et puis replacés dans des tableaux comparatifs afin d'identifier des tendances plutôt que des coupables. Dans ce contexte, un individu étranger circulant entre sites civils et militaires, sans justification administrative claire, apparaît d'abord comme une curiosité. Pris isolément, son comportement ne suffit pas à alerter. Mis en regard des variations détectées, il devient un point d'attention. La mini-révélation ne réside donc pas dans l'existence d'une tentative explicite, mais dans la convergence de signaux faibles: documents évoquant des transferts, numéros étrangers récurrents, déplacements atypiques. Aucun élément ne permet de conclure seul. Leur assemblage, en revanche, dessine une architecture de pression méthodique suffisamment cohérente pour justifier l'élargissement d'une enquête interne. C'est ici que la résistance associée à Ibrahim Traoré prend une dimension fonctionnelle.
Elle ne se manifeste ni par un discours ni par une posture publique, mais par la continuité d'un dispositif qui refuse de traiter l'incident comme un accident isolé. Ce qui est Z mis à l'épreuve n'est pas seulement un homme, mais la capacité d'un système à relier des écarts techniques à une lecture stratégique plus large. Le rôle du petit groupe d'officiers chargés du suivi devient central pour comprendre les premières inflexions de l'affaire. Leur fonction n'est ni politique ni interprétative. Elle est opérationnelle. Observer, consigner, rapprocher. Ils agissent comme un relais discret entre des données brutes et une lecture structurée de la situation, sans exposition publique ni prise de position visible. Que leur travail commence par des gestes simples et répétitifs. Les déplacements sont notés, les contacts recensés, les horaires comparés. Les outils d'été mobilisés restent Ndioma classique, consignation des trajets, vérification croisée, collecte matérielle limitée et autorisée. À ce stade, rien ne justifie une action visible. Pourtant, l'accumulation produit un premier effet mesurable, la transformation d'observations dispersées en points de discussion pour la chaîne hiérarchique. Ce passage, souvent invisible, marque un seuil décisif. Les faits cessent d'être anecdotiques pour devenir exploitables. Un second effet apparaît dans la coordination interne. Les unités concernées harmonisent leur lecture afin d'éviter des interprétations divergentes. Les écarts détectés dans les flux sont replacés dans une chronologie plus longue. Les comportements atypiques du visiteur étranger sont comparés à des situations antérieures. Cette mise en perspective réduit le risque de surinterprétation tout en renforçant la cohérence de l'analyse collective. Enfin, un effet plus discret s'impose. Le temps devient un outil. Plutôt que de précipiter une interpellation, les officiers adoptent une posture d'attente active. Ils laissent les interactions se dérouler, testent la constance des comportements et évaluent la stabilité des signaux. Cette approche produit un bénéfice immédiat. Elle élargit le champ d'analyse sans exposer le dispositif. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point de repère stratégique. Elle aide à comprendre pourquoi certains signaux anodins isolément prennent un poids différent lorsqu'ils se concentrent autour de positions sensibles. Et avant l'activation, la situation paraît presque ordinaire. Un visiteur étranger circule entre des sites civils et militaires sans justification administrative clairement établie, mais sans infraction visible non plus. Les allers-retours sont consignés, les contacts notés puis classés parmi d'autres observations similaires. Dans cette phase initiale, rien n'impose une lecture alarmiste. L'incident reste une anomalie faible, tolérable tant qu'elle ne s'inscrit pas dans une répétition mesurable. Après l'activation, la posture change sans bruit. Les éléments commencent à se répondre. Les déplacements observés coïncident avec des références à des transferts mentionnés dans des documents saisis par ailleurs. Des numéros étrangers apparaissent de manière récurrente. Les horaires se superposent, pris séparément. Chaque signal demeure insuffisant. Ensemble, ils produisent une cohérence nouvelle qui modifie la lecture analytique. L'événement cesse d'être un fait isolé et s'inscrit dans une logique cumulative. À ce seuil précis, l'observation devient enquête. La montée en intensité reste progressive. Les officiers chargés du suivi adoptent une stratégie d'attente active. Il ne s'agit pas de piéger, mais de comprendre. Les échanges avec le visiteur étranger sont laissés se dérouler afin d'identifier les relais, la constance du discours et l'étendue potentielle des contacts. Le temps devient une ressource opérationnelle. Chaque interaction ajoute une couche d'information. Chaque répétition renforce ou affaiblit les hypothèses en cours. La référence à Ibrahim Traoré apparaît alors dans les documents comme un point de pression possible
Et non comme une cible immédiate, mais comme un repère stratégique autour duquel certaines tentatives cherchent à s'organiser. Le point culminant intervient avec la préparation de la rencontre du 8 novembre. À ce stade, l'objectif est clairement défini. Disposer d'éléments matériels suffisants pour autoriser une interpellation sans confrontation. La décision n'est pas prise dans l'urgence. Elle résulte d'une accumulation de validations internes, de vérifications croisées et d'une lecture partagée des risques. Lorsque l'interpellation a lieu, elle se déroule sans incident. Pas de fuite, pas de résistance. Les supports sont saisis: valises, enregistrement, liste de contacts. Le climax n'est pas l'arrestation elle-même, mais le passage d'un suivi comportemental à une exploitation documentaire systématique. Les retombées commencent immédiatement. Les services compétents analysent les supports, croisent les données et identifient des connexions avec plusieurs pays voisins ainsi qu'avec certaines structures européennes. Aucun élément ne permet de conclure définitivement. En revanche, le périmètre de l'affaire s'élargit. Ce qui était une séquence discrète devient un mécanisme nécessitant une lecture à moyen terme. L'incident ne se referme pas, il se transforme. Dans cette succession d'étapes, la dynamique reste lisible. Activation par convergence de signaux, montée par accumulation contrôlée, retombée par reconfiguration analytique. Ce déroulé éclaire la manière dont une vigilance institutionnelle peut neutraliser une tentative sans la dramatiser, tout en renforçant ses propres capacités de lecture. Et il replace la résistance associée à Ibrahim Traoré dans une logique de continuité procédurale plutôt que d'affrontement visible. La lecture quantitative marque un tournant méthodologique. L'analyse ne cherche plus seulement à décrire des comportements, mais à mesurer des variations par rapport à une ligne de référence considérée comme stable. Le raisonnement est simple: partir d'un fonctionnement normal, puis observer comment chaque écart, même limité, modifie l'équilibre général. Cette approche permet d'éviter deux pièges fréquents: surestimer un chiffre isolé ou ignorer une dérive cohérente parce qu'elle reste modeste à court terme. Le premier indicateur clé concerne l'écart de 17% dans les flux internes. Pris seul, ce chiffre pourrait relever d'une fluctuation conjoncturelle. Replacé dans une série plus longue, il devient un signal. La variation rompt la continuité attendue et impose une comparaison entre périodes équivalentes. Les équipes neutralisent les effets saisonniers et testent la persistance de l'écart. Ce delta ne désigne pas une cause. Il justifie un changement de posture analytique. L'incident ne peut plus être traité comme un simple bruit statistique. Un second indicateur apparaît avec une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Cette progression ne traduit pas une rupture soudaine, mais un recalibrage fonctionnel. Elle correspond à des extensions logistiques, des formations supplémentaires et une consolidation des outils de surveillance. L'intérêt de ce chiffre est contextuel. Il explique pourquoi les unités disposent d'une capacité suffisante pour maintenir une observation prolongée et coordonnée. Le lien n'est pas causal, mais structurel. Un système mieux doté détecte plus tôt, documente plus finement et relie plus facilement des signaux dispersés. Un troisième indicateur complète l'ensemble: une baisse de 45% des aides conditionnées extérieures depuis la fin de 2023. Ce delta inverse modifie l'environnement de contrainte. La contraction des apports dépendant de mécanismes externes réduit certaines marges de manœuvre, mais elle renforce aussi l'importance des circuits internes. Dans cette configuration, la résilience institutionnelle repose davantage sur la cohérence des procédures que sur des soutiens exogènes. Ce chiffre éclaire une vulnérabilité potentielle. Lorsque les ressources extérieures se réduisent,
Les tentatives de pression cherchent plus facilement à exploiter des failles locales. Pris ensemble, ces trois deltas ne racontent de pas l'affaire. Ils en dessinent comment le terrain. L'écart de 17% agit comme déclencheur analytique. La hausse de 28% explique la capacité de réponse. La baisse de 45% contextualise les tensions de fond. Aucun de ces chiffres ne prouve une intention. Leur combinaison, en revanche, justifie une lecture prudente mais élargie. C'est dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle ne renvoie pas à une action mesurable, mais à une position dans le système. Les pressions évoquées dans les documents s'inscrivent dans un moment où les deltas structurels redéfinissent les équilibres. La résistance observée n'est pas une réaction ponctuelle. Elle correspond à la capacité d'un dispositif à absorber des variations sans rompre sa cohérence. Deux lectures techniques, toutes deux cohérentes dans leur logique interne, structurent l'interprétation des effets observés. La première repose sur l'idée d'une dépendance structurelle. Selon cette perspective, des systèmes soumis à des contraintes logistiques et financières durables ont historiquement besoin d'appuis extérieurs pour stabiliser leur chaîne critique. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides conditionnées est perçue comme un facteur de tension. Elle pourrait fragiliser la continuité de certains services, rallonger les délais d'approvisionnement et accroître la sensibilité aux perturbations indirectes. L'argument est robuste sur le plan fonctionnel. Lorsque les apports se contractent, les marges d'erreur se réduisent. La seconde lecture adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La hausse de 37% des revenus issus de l'or est alors interprétée comme un indicateur de capacité d'absorption. Cette approche ne suppose pas une intention politique. Elle constate une transformation mesurable des circuits internes. Les systèmes gagnent en flexibilité lorsqu'ils internalisent des ajustements, même au prix de réorganisation temporaire. Dans cette logique, la vigilance accrue et la capacité à relier des signaux faibles deviennent des effets attendus d'un dispositif en recomposition. Ces deux thèses ne s'annulent pas. Elles traitent les mêmes données avec des priorités différentes. La dépendance structurelle insiste sur les risques indirects et les délais cumulés. L'autonomie institutionnelle met en avant la plasticité organisationnelle et la redistribution interne. Les chiffres disponibles soutiennent partiellement les deux lectures. La hausse des dépenses de sécurité explique une capacité de réponse soutenue. La baisse des aides contextualise des contraintes persistantes. L'écart de 17% agit comme un déclencheur commun qui oblige à regarder au-delà d'un incident isolé. L'épreuve des données conduit à une conclusion prudente. Aucune lecture ne peut être invalidée sur la base des éléments disponibles. En revanche, leur confrontation éclaire le terrain réel de l'affaire, un environnement où ajustements internes et contraintes externes interagissent. C'est précisément dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend une valeur analytique. Elle ne tranche pas le débat. Elle sert de repère pour observer comment des pressions cherchent des points d'appui lorsque les équilibres évoluent, sans autoriser de conclusion hâtive. Le point d'inflexion réel ne réside pas dans l'interpellation elle-même, mais dans ce qu'elle déclenche immédiatement après. Lorsque l'analyse bascule du suivi comportemental vers l'exploitation systématique des supports saisis, la nature de l'affaire se transforme. Les déplacements, jusque-là centraux, cessent d'être la source principale d'information. Ce sont désormais les correspondances, les listes de contacts et les corrélations de flux qui redessinent les hypothèses de travail. Cette transition modifie profondément la lecture du dossier.
Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes n'apportent pas de preuves en soi. En revanche, ils imposent un élargissement du périmètre de vérification. L'incident ne peut plus être contenu dans une logique individuelle. Il devient un cas révélateur sur la manière dont des réseaux potentiels testent la perméabilité d'un système sans chercher l'exposition immédiate. C'est à ce moment précis que la position d'Ibrahim Traoré s'éclaire autrement. Elle n'apparaît plus comme un élément périphérique, mais comme un repère fonctionnel autour duquel certaines pressions cherchent à s'organiser. La résistance observée ne prend pas la forme d'un affrontement direct. Elle se manifeste par la continuité des procédures, la rigueur analytique et le refus de conclure avant consolidation des éléments. Le cœur du sujet n'est donc plus l'événement initial, mais le changement de focale qu'il impose. Et cette bascule ouvre une nouvelle question. Quelles conséquences concrètes cette lecture élargie entraîne-t-elle pour les acteurs concernés? Le changement de focale opéré après l'exploitation des supports saisis ne reste pas cantonné au périmètre de l'enquête. Il reconfigure l'environnement opérationnel de plusieurs catégories d'acteurs, chacune exposée différemment aux ajustements induits. L'intérêt de cette lecture tient à sa transversalité. Les effets observables ne relèvent pas d'une décision politique explicite, mais d'une adaptation systémique à une pression devenue plus lisible. Pour les administrations publiques, la première conséquence est procédurale. Les contrôles, auparavant périodiques, tendent à devenir continus. Les flux sont suivis plus finement, les seuils d'alerte réévalués et les chaînes de validation rallongées afin de réduire les angles morts. Cette vigilance accrue améliore la détection des anomalies, mais elle génère aussi des frictions temporaires. Les délais de traitement s'allongent, les arbitrages exigent davantage de coordination et la charge analytique augmente. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point de sensibilité, rappelant que certaines positions concentrent les tentatives de pression lorsque les équilibres institutionnels évoluent. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'impact est plus indirect mais tout aussi réel. Les ajustements de surveillance et les vérifications supplémentaires modifient la fluidité des échanges. Les partenaires réévaluent leur dépendance logistique et anticipent d'éventuels effets en cascade. Les coûts indirects peuvent décroître lorsque des procédures de conformité renforcées deviennent sammétéoït nécessaires. Sans rupture visible, l'environnement devient plus exigeant. Les acteurs les mieux structurés absorbent ces contraintes. Les autres doivent dire s'adapter rapidement pour maintenir la continuité de leurs opérations. Du côté des populations dans leurs usages quotidiens, les effets se manifestent surtout par la perception. L'intensification de la coordination institutionnelle peut se traduire par des contrôles plus fréquents, des ajustements ponctuels de services ou des variations de prix liées à des délais logistiques. Ces changements restent souvent diffus, mais ils influencent la confiance et les routines. Les citoyens ne perçoivent pas l'enquête elle-même, mais les ajustements qu'elle entraîne dans la gestion ordinaire. Pour les régions concernées, enfin, l'exposition est territoriale. Les infrastructures locales absorbent les effets des procédures renforcées, qu'il s'agisse de surveillance, de circulation de l'information ou de coordination interunité. Les flux régionaux peuvent connaître des décalages temporaires lorsque certaines opérations exigent une validation supplémentaire. La stabilité dépend alors de la capacité des centres décisionnels à contenir une perturbation initialement localisée. Pris ensemble, ces effets montrent que l'incident agit moins comme un choc que comme un révélateur. Il met en lumière la manière dont un système redistribue ses priorités lorsqu'une pression extérieure devient structurée. La mention d'Ibrahim Traoré renvoie ici à une fonction analytique.
celle d'un repère autour duquel se lissent des ajustements techniques produisant des répercussions concrètes à plusieurs niveaux simultanément. À partir des mécanismes observés, trois scénarios peuvent être structurés sans anticiper d'orientation politique ni attribuer d'intention. Ils servent de cadre conditionnel pour lire l'évolution possible de la situation en s'appuyant sur trois variables centrales: la stabilité des flux, la capacité de coordination institutionnelle et l'absorption des deltas déjà identifiés. Dans le scénario de base, le plus proche du prolongement actuel, les paramètres se maintiennent. La vigilance demeure élevée, les procédures restent consolidées et la coordination interservices s'installe dans la durée. Les écarts détectés, dont celui de 17%, continuent d'être suivis par des tableaux comparatifs élargis. Les anomalies résiduelles persistent, mais sans rupture. Les ajustements internes absorbent la pression au prix de délais supplémentaires et de coûts organisationnels maîtrisés. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré conserve une valeur de repère analytique, signalant des points de sensibilité sans provoquer de reconfiguration majeure. Dans un scénario plus favorable, les capacités gagnent progressivement en efficacité. Les retours d'expérience issus de l'exploitation documentaire améliorent pour son heure la détection précoce et réduisent les angles morts. Les mécanismes de prévention deviennent plus réactifs, ce qui limite la propagation des perturbations. Les acteurs économiques stabilisent leur chaîne logistique et atténuant les frictions indirectes observées dans la phase initiale. La cohérence procédurale s'en trouve renforcée et les pressions extérieures peinent à trouver des points d'appui durables dans un système devenu plus lisible. Dans un scénario plus contraint, les fluctuations persistent et tendent à s'intensifier. Les pressions extérieures se diversifient tandis que les ajustements internes prennent davantage de temps à produire leurs effets. Les délais de traitement s'allongent, les coûts de conformité augmentent et certaines régions exposées ressentent plus nettement les effets secondaires. La continuité reste possible, mais sous tension méthodologique. Les points de sensibilité exigent alors une attention soutenue pour éviter des effets cumulatifs difficiles à contenir. Une recommandation de lecture s'impose face à ces trajectoires. Il convient de les considérer comme des cadres conditionnels plutôt que comme des prédictions. Si la coordination se consolide, alors la résilience progresse. Si les deltas s'accumulent sans correction, alors la pression augmente. L'enjeu n'est pas de choisir un avenir, mais d'identifier les leviers qui rendent chaque trajectoire plus ou moins probable. Les ajustements décrits ne produisent pas les mêmes effets pour tous. Leur impact se lie à travers des profils d'usagers et d'acteurs qui absorbent différemment les changements méthodologiques, sans toujours les relier à l'incident initial. Cette lecture par groupe permet de comprendre comment une transformation institutionnelle, même technique, se diffuse progressivement dans la société. Chez les jeunes actifs et les personnes en début de parcours, l'enjeu principal est celui de l'adaptation. Les procédures renforcées modifient les rythmes de décision, la circulation de l'information et parfois l'accès à certaines opportunités professionnelles. Les compétences attendues évoluent vers davantage de rigueur documentaire, de coordination et de compréhension des cadres réglementaires. Ces ajustements restent discrets, mais ils influencent les trajectoires individuelles. Comprendre cette évolution permet de réduire l'incertitude et d'anticiper des normes de fonctionnement plus exigeantes. Pour les ménages et les communautés locales, l'impact est plus diffus. Il se manifeste par la stabilité ou parfois par de légères perturbations dans les conditions de vie quotidienne. Des délais administratifs légèrement allongés,
Des variations de prix liées à des ajustements logistiques ou une présence institutionnelle plus visible peuvent modifier les routines sans provoquer de rupture. Ici, la confiance repose sur la continuité des services essentiels et sur la capacité des dispositifs à absorber les pressions sans altérer l'accès aux biens courants. Du côté des acteurs mobiles, de la diaspora et des partenaires externes, la priorité concerne la fluidité des échanges. Les variations dans les flux d'informations et les exigences de conformité influencent la manière de maintenir des opérations stables à distance. Les ajustements temporaires exigent une lecture fine des nouvelles règles et une capacité à synchroniser des pratiques hétérogènes. Dans cet ensemble, la référence à Ibrahim Traoré ne sert pas de point d'identification personnel. Elle agit comme un marqueur analytique, rappelant que certaines positions cristallisent des pressions dont les effets se diffusent bien au-delà du cercle initialement concerné. À ce stade, les éléments disponibles permettent de dégager une feuille de route centrée sur des actions reproductibles plutôt que sur des intentions supposées. L'objectif n'est pas de répondre à un événement précis, mais de stabiliser un système soumis à des pressions multiples, en s'appuyant sur des mécanismes déjà éprouvés. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage analytique. Elle rappelle que certaines positions concentrent l'attention extérieure et exigent une cohérence renforcée des dispositifs internes. La première étape consiste à consolider la surveillance. Les unités techniques intègrent l'ensemble des flux observés dans des tableaux unifiés. Des seuils d'alerte sont définis à partir des deltas identifiés afin de distinguer rapidement une fluctuation normale d'une dérive persistante. La performance se mesure par la réduction du temps de détection et par la stabilité des séries comparatives dans la durée. Vient ensuite l'optimisation des ressources critiques. Les équipes cartographient les capacités internes, identifient les dépendances sensibles et établissent des protocoles de continuité. L'enjeu n'est pas l'abondance, mais la lisibilité. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle, la redondance des moyens et la capacité à absorber un choc sans interruption visible. En parallèle, l'harmonisation de la communication interne devient nécessaire. Les procédures sont clarifiées, les responsabilités précisées et les formations ciblées. Cette étape vise à réduire les erreurs d'interprétation et à aligner les lectures entre unités confrontées à des signaux similaires. L'efficacité se juge à la cohérence des décisions prises face à des situations comparables. Enfin, l'évaluation périodique permet l'ajustement continu. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de référence initiales. Les corrections sont intégrées sans rupture, dans une logique d'amélioration progressive. Cette continuité procédurale constitue le cœur de la résistance associée à Ibrahim Traoré, comprise non comme un acte isolé, mais comme un apprentissage institutionnel durable. Lorsque l'on revient au motif discret qui traversait les premières séquences, celui d'un petit groupe d'officiers observant, notant et attendant, l'ensemble du récit prend une tonalité différente. Il ne s'agissait pas d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation patiente. Chaque déplacement consigné, chaque flux comparé, chaque seuil réévalué a contribué à transformer une suspicion mineure en apprentissage durable. Le fil conducteur n'est ni l'interpellation ni la tentative avortée, mais la manière dont un système apprend en marchant. Dans cette continuité, la référence à Ibrahim Traoré cesse d'être un point de tension isolé. Elle devient un symbole fonctionnel. Elle rappelle que certaines figures cristallisent les pressions extérieures, non parce qu'elles provoquent, mais parce qu'elles incarnent un équilibre
que d'autres cherchent à infléchir. La résistance observée ne se lie pas dans un geste unique, elle s'inscrit dans la constance des procédures, la discipline analytique et le refus de rompre sous l'effet de signaux dispersés. L'essentiel peut se formuler simplement. Ce sont rarement les chocs visibles qui fondent la solidité d'un dispositif, mais la cohérence avec laquelle il relie ses micro-décisions. L'affaire décrite montre comment une vigilance sans emphase peut produire un effet profond, en reconfigurant durablement la manière de lire les risques. C'est là que se joue en filigrane la portée réelle associée à Ibrahim Traoré. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de refermer une affaire, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Les éléments présentés, chiffres limités, procédures décrites, enchaînement prudent, ne forment ni un verdict ni un récit clos. Ils dessinent un cadre d'analyse. Ce cadre montre comment des systèmes réagissent lorsqu'ils sont soumis à des pressions discrètes, continues, parfois invisibles, et comment la compréhension progresse par comparaison patiente plutôt que par révélation soudaine. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher, mais de situer. Situer un événement dans une chronologie. Situer un chiffre par rapport à sa ligne de base. Situer une figure comme Ibrahim Traoré, non dans une narration personnalisée, mais dans une architecture plus large où certaines positions deviennent des points de pression récurrents. Cette mise en perspective permet de dépasser la réaction immédiate et d'interroger les mécanismes sous-jacents. La valeur d'une telle analyse tient aussi à l'échange qu'elle peut susciter, confronter des lectures, comparer des méthodes, discuter des seuils plutôt que des intentions. C'est dans cette diversité de regards que la compréhension collective se renforce, sans simplification excessive ni dramatisation inutile.